Dans cette vidéo qui concerne la cinématique des fluides, j'aimerais voir deux points principaux. D'abord la description de l'écoulement d'un fluide, soit en description lagrangienne, soit en description eulérienne, et également la notion un petit peu délicate de dérivée particulière qui permet un petit peu de faire la jonction entre la description lagrangienne et la description eulérienne. Pour décrire l'écoulement d'un fluide, j'ai imagé ça par l'écoulement d'une rivière avec un pêcheur et sa canne à pêche. Et finalement, pour décrire le mouvement des particules de fluide, donc tu te souviens que l'objet de base de la mécanique des fluides, c'est une particule mésoscopique de fluide, donc à ne pas confondre avec les molécules de fluide, puisqu'une particule peut contenir plusieurs millions de molécules, donc une particule d'environ 1 micromètre au cube, qui est l'objet de base, eh bien on peut décrire la vitesse de cette particule de deux façons différentes, le mouvement, soit en description lagrangienne, soit en description eulérienne. Donc la description lagrangienne, c'est celle qu'on rencontre classiquement en mécanique du point. Donc on a la trajectoire de la particule de fluide qu'on pourrait par exemple matérialiser par le fait que le pêcheur va suivre une feuille morte à la surface de l'eau et donc va voir sa trajectoire. Et donc dans cette description, une particule de fluide est représentée par ses coordonnées cartésiennes dans un trièdre bien déterminé. Alors par convention, on utilise souvent les lettres majuscules pour la description lagrangienne. Donc dans un trièdre, x de t, y de t, z de t. Donc la position à chaque instant de la particule de fluide suivie par cet observateur. Et puis associé à ça, bien sûr, on a la notion de vitesse qui est la dérivée de la position et l'accélération, donc la dérivée de la vitesse, la dérivée seconde de la position. Donc ça, ce sont des notions classiques que l'on rencontre par exemple quand on suit un projectile ou n'importe quel point matériel soumis à un ensemble de forces. Alors cette description due à Lagrange, on va voir qu'elle est commode parce que c'est à partir d'elle qu'on définit la vitesse et l'accélération de la particule, mais en mécanique des fluides, elle n'est pas commode du tout parce qu'elle s'adapte assez peu à l'expression des conditions limites sur un obstacle. Par exemple, si dans un écoulement, on a une aile d'avion, alors mettons-nous dans le référentiel de l'avion, donc voilà, les trajectoires des particules de fluide pourraient se représenter de la façon suivante, mais on n'a pas de moyen simple pour exprimer le fait, par exemple, que le fluide ne peut pas pénétrer à l'intérieur du profil d'aile, et donc on va voir que c'est plutôt en représentation eulérienne que l'expression des conditions limites sur les obstacles, et c'est pour ça qu'on prend cette description et la plus adaptée. Alors qu'est-ce que c'est que la description eulérienne? Plutôt que de repérer la trajectoire d'une particule de fluide, on va utiliser la notion de champ vectoriel, donc champ eulérien des vitesses. Donc, c'est-à-dire que la vitesse va être représentée comme une fonction de 4 variables, donc 3 d'espace et de temps. A priori, on a l'impression que c'est la même chose, mais attention ici, les coordonnées d'espace et de temps sont complètement décorrélées, c'est-à-dire que x n'est pas une fonction du temps, y, etc., ça ne représente pas la trajectoire de la particule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de suivre la trajectoire, l'observateur va fixer un point, par exemple la position de son bouchon dans l'eau, et va dire, moi au cours du temps, ce qui m'intéresse, c'est à chaque instant de connaître la vitesse des différentes particules d'ailleurs qui au cours du temps vont passer en ce point. Et donc on comprend que x, y et z, un peu comme un radar qui prendrait la vitesse en un endroit donné, x, y et z ne dépendent pas du temps dans cette description. Alors cette description, on comprend bien, est beaucoup plus adaptée à l'expression des conditions aux limites des obstacles, puisque ce qu'on va pouvoir dire par exemple en un point de l'aile d'avion, si je prends un vecteur tangent au profil d'aile et un vecteur normal, c'est que la vitesse ne peut évidemment pas avoir de composante normale, c'est-à-dire que le fluide ne peut pas pénétrer dans le profil d'aile. Et ça, on peut l'exprimer très facilement en un champ eulérien puisqu'on travaille en un point fixé de l'écoulement. Donc on comprend bien que dans cette description, voilà, les conditions limites vont s'exprimer de façon beaucoup plus aisée. Donc c'est un champ de vitesse. Alors, ce qui va remplacer la notion de trajectoire, c'est la notion de ligne de courant. Ligne de courant.
Donc l'ensemble des points qui à un instant t fixé sont sur une ligne où le vecteur vitesse est tangent. Donc le vecteur vitesse est tangent en chacun des points. Donc à cette ligne de courant, de la même manière qu'en électromagnétisme, on peut définir les lignes de courant d'un champ magnétique B ou d'un champ électrique E. Et évidemment, ces lignes de courant sont susceptibles, si l'écoulement n'est pas permanent, de changer à chaque instant. Alors qu'est-ce qu'un écoulement permanent justement? C'est un écoulement pour lequel la vitesse ne dépend pas, dans un champ eulérien, ne dépend pas explicitement du temps. Donc comment est-ce que ça va se manifester? Eh bien, la dérivée partielle de la vitesse, qu'on appelle aussi parfois la dérivée locale, ne dépend pas du temps. ne dépend pas du temps. Et donc, voilà ce que serait un écoulement permanent. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Je crois qu'une image assez pratique, par exemple, c'est celle de revenir à un trafic automobile. Donc, on imagine voilà, une autoroute sur laquelle on a des véhicules qui ont certaines vitesses, toutes différentes. Et on a donc un radar sur le bord de la route qui mesure la vitesse du véhicule qui passe en X, Y, Z, T à l'instant T au cours du temps. Donc là, on comprend bien que ce radar ne va pas photographier toujours la même particule. Donc, ce n'est pas la notion de trajectoire. On ne suit pas une particule au cours du temps, mais on photographie à des instants donnés la vitesse des particules, des voitures qui passent en ce point. Et dire que l'écoulement est permanent, cela ne signifie pas que toutes les voitures ont la même vitesse, mais cela signifie qu'au moment où les véhicules passent à cet endroit-là, ils ont ajusté leur régulateur de manière à ne pas se faire flasher. Et donc, ils vont avoir la vitesse maximale autorisée à cet endroit-là, 110 km/h par exemple. Donc, un écoulement permanent, c'est ça que ça signifie. Alors, évidemment, comme cela se passe très souvent, cela ne veut pas dire que l'écoulement est uniforme dans l'espace. Par exemple, les voitures peuvent avoir ralenti pour être à la bonne vitesse ou une fois le radar passé, éventuellement, elles sont susceptibles de réaccélérer. Donc, ne pas confondre le caractère permanent dans le temps et le caractère uniforme dans l'espace du champ des vitesses. Alors, il y a un résultat qu'on admet en classe préparatoire, c'est que la trajectoire sera égale à la ligne de courant si et seulement si on est en régime permanent, c'est-à-dire que le champ des vitesses ne dépend pas explicitement du temps, il peut dépendre de l'espace, mais pas du temps. Donc ça, voilà la description eulérienne et la description lagrangienne. Pour visualiser ces lignes de courant et ces trajectoires, l'image qu'on utilise très souvent dans le trafic automobile, c'est de faire une photographie de nuit. Donc si on prend un temps de pause qui est très long, on verra la traînée des phares sur un temps très long, donc qui va nous permettre de visualiser la trajectoire d'une automobile, alors que si on fait la même expérience avec un temps de pause très court en photographiant le trafic de nuit, eh bien on n'aura que des traînées de phares qui sont courtes, et donc on visualisera les lignes de courant à l'instant auquel on a fait le cliché. Donc la description lagrangienne et la description eulérienne. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est la notion de dérivée particulière, parce que maintenant qu'on a choisi le formalisme eulérien pour visualiser les lignes de courant, c'est bien pratique pour les conditions limites, mais malheureusement, l'accélération, qui est la dérivée de la vitesse, c'est une notion purement lagrangienne, puisqu'on doit suivre une particule dans son mouvement pour définir ce qu'est véritablement l'accélération de la particule de fluide, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on va parler de la notion de dérivée particulière, qui est une notion pas évidente en mécanique des fluides. Et avant de l'appliquer au champ des vitesses, pour avoir l'accélération eulérienne en mécanique des fluides, j'aimerais peut-être d'abord illustrer la notion de dérivée particulière sur un champ scalaire. Donc on imagine qu'on a une montagne et qu'on a un alpiniste, voilà, j'ai dessiné le mieux que j'ai pu, qui transporte avec lui un thermomètre et qui mesure au cours de son ascension la température donnée par le thermomètre. Et on va voir que voilà, c'est un peu comme une particule de fluide dans un écoulement. Toutes les grandeurs thermodynamiques, toutes les propriétés de la particule, vitesse, masse volumique, température, etc. Voilà, ça illustre ce personnage qui monte la montagne, c'est le même raisonnement. Donc, on a un champ de température
qui dépend de la position de l'alpiniste et du temps. Alors si on travaille en coordonnées cartésiennes, ça signifie que la température est fonction de x, y, z et de t. C'est un champ scalaire. Et donc, au cours de l'ascension, sur un trajet infinitésimal, eh bien, la température va varier. Et elle va varier pourquoi? Parce que la température est susceptible de varier suivant l'axe des x, suivant l'axe des y et suivant l'axe des z. Et c'est la différentielle de t qui est l'outil mathématique adapté pour mesurer cette variation, cette petite variation de température pour un petit trajet. Donc, alors on peut imaginer plusieurs configurations. Si l'alpiniste se repose ici avec son thermomètre, donc il est en un point fixé, donc on ne considérera pas les variations en fonction de l'espace de la température, mais uniquement la variation en fonction du temps. C'est ce qu'on appelle la dérivée locale. Et au contraire, si la température est un champ permanent de température, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors que l'alpiniste reste au même endroit, il mesure toujours la même température au même endroit. Ça, c'est un champ permanent de température, et ceci en chaque point. Eh bien, néanmoins, il va observer quand même une variation de température dans l'espace, puisque la température est susceptible de dépendre non seulement du temps, mais aussi de x, de y et de z. Et ça, on va voir que c'est relié à ce qu'on appelle la variation convective, la dérivée convective, parce qu'elle est liée au mouvement, convection, le mouvement de l'alpiniste. Alors, je vais donc évaluer la variation par unité de temps de cette température. Et dans le langage de la mécanique des fluides, c'est ce qu'on appelle la dérivée particulière, parce qu'on suit l'alpiniste dans son mouvement. Et donc, je vais, par unité de temps, diviser par dt, chacun de ces termes. Et donc, on voit qu'on peut réécrire ça de la façon suivante. Donc, cette notation grand D, elle est réservée à ce qu'on appelle la dérivée particulière, donc la dérivée locale, qui va traduire le caractère permanent ou non du champ de température en un point fixé. Et puis, donc, ce qu'on appelle la dérivée convective. Alors, puisqu'on suit l'alpiniste dans son ascension, dx sur dt, on peut considérer que c'est la composante de la vitesse de l'alpiniste suivant l'axe des x. Et donc, on peut réécrire ça Vx d rond t sur d rond x plus Vy d rond t sur d rond y plus Vz d rond t sur d rond z. Et on s'aperçoit que donc ce terme-là qui est lié au caractère uniforme ou non du champ de température, c'est-à-dire est-ce que quand l'alpiniste monte, il va mesurer toujours la même température? En fait non, c'est que la température va décroître avec l'altitude, même quand celle-ci en un point donné ne dépend pas du temps. On peut réécrire ce terme-là sous la façon suivante. Alors c'est une petite, entre guillemets, astuce de calcul. V scalaire gradient de t, puisque le gradient de t, c'est le vecteur qui a pour coordonnées d rond t sur d rond x, d rond t sur d rond y, d rond t sur d rond z. Et si on veut, on peut fabriquer ce qu'on appelle l'opérateur V scalaire grade appliqué à la température. On peut le réécrire de cette façon-là parce que tu vas voir que quand on va passer à la vitesse, c'est de cette façon-là qu'on va le généraliser. Donc V scalaire grade appliqué à la température. Donc formellement, V scalaire grade, c'est un opérateur obtenu en faisant le produit scalaire de la vitesse avec l'opérateur nabla. Alors là, je ne sais pas si tu utilises cet opérateur nabla de coordonnées d rond sur d rond x, d rond sur d rond y, d rond sur d rond z. C'est assez commode parce que à partir de cet opérateur, tu peux fabriquer gradient, divergence, laplacien, rotationnel, en particulier en coordonnées cartésiennes. Donc V scalaire nabla, ça ferait comme un produit scalaire de deux vecteurs, donc Vxd sur dx plus Vy d sur dy plus Vz d sur dz. Et quand on l'applique à la température, eh bien, on vient donc appliquer la dérivée partielle à la température. Alors attention, la température, c'est un champ scalaire. Surtout, n'introduit pas de composante de la température sur x, y ou z. C'est bien un champ scalaire, mais une fonction des quatre variables x, y, z et t. Donc, si on résume la situation, les variations de température au cours de l'ascension de l'alpiniste, de façon générale, ont deux contributions. Une contribution qu'on appelle la dérivée locale qui est liée au caractère permanent dans le temps ou non
du champ de température et ce qu'on appelle la dérivée convective qui, elle, est associée au caractère uniforme ou non de ce même champ de température. Alors maintenant, on va faire exactement le même raisonnement sur un champ vectoriel, donc c'est un tout petit peu plus délicat, pour relier la notion de lagrangienne d'accélération au champ eulérien des vitesses, puisqu'on a choisi dans un fluide de décrire le mouvement du fluide en description eulérienne. Donc pour parler de la dérivée particulière de la vitesse qui va nous donner l'accélération dans un champ eulérien, donc on imagine qu'on a un fluide en écoulement et que donc ce fluide est décrit par un champ eulérien des vitesses, donc V, X, Y, Z, T, X, Y et Z et T étant toutes des variables indépendantes, puisque c'est ça le cœur de la description eulérienne en termes de champ. Donc en un point, on observe au cours du temps la vitesse des différentes particules qui passent à cet endroit-là. Et évidemment, on comprend bien que l'accélération de la particule n'est pas la dérivée partielle de la vitesse par rapport au temps, puisque la dérivée partielle par rapport au temps représente le taux d'accroissement de cette vitesse en un point donné, et donc ce n'est pas une notion lagrangienne. Or, l'accélération, c'est bien une notion lagrangienne puisqu'il faut suivre la particule au cours du temps. Alors, l'accélération de la particule de fluide qui passe en ce point à l'instant t, eh bien, c'est le taux d'accroissement de la vitesse en suivant la particule dans son mouvement. C'est-à-dire qu'il va falloir tenir compte non seulement du fait qu'on se place à l'instant t plus delta t, mais aussi que la position de la particule a changé. Donc c'est la limite quand l'intervalle de temps delta t tend vers 0 de la vitesse en r plus dr dû au fait qu'on suit la particule, t plus delta t moins v de r et de t, le tout sur delta t, donc c'est la limite de ce taux d'accroissement. Et donc on va devoir tenir compte dans ce taux d'accroissement de la variation de la vitesse non seulement au cours du temps, mais aussi dans l'espace. Donc on aura a de m et de t, donc si on décompose un petit peu cette chose-là, donc c'est la limite de d rond v sur d rond x fois dx, plus je fais la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure à propos de la température. Donc la vitesse est susceptible de varier à cause des variations dans l'espace, un champ de vitesse non uniforme, et puis aussi dans le temps. Donc le tout sur delta t ou sur dt. Voilà, là on utilise des notations mixtes, delta t et dt, ça n'a aucune importance. Et donc on voit que dx sur dt, dy sur dt, dz sur dt, dt sur dt, ça va faire 1. Donc là on récupère les vitesses dans les directions x, y et z. Donc ça va nous faire égal à vx d de v sur dx plus vy d de v sur dy, d de vz d de v sur dz plus d rond v sur d rond t. Alors attention, c'est une écriture très compacte. Si on voulait la faire éclater, il faut projeter ça sur les axes x, y et z. Donc c'est ici qu'il faudrait projeter les vitesses. Attention, celle-là, elle reste identique dans les trois projections. Et donc, on voit qu'on récupère le même opérateur, la dérivée particulière. Donc l'accélération de m et de t, c'est la dérivée particulière de la vitesse. Donc c'est v scalaire gradient appliqué à la vitesse, donc de manière très compacte. On a noté cet opérateur en projection sur les trois axes. Alors attention, autant avec la dérivée scalaire, tu pouvais faire l'économie de ces parenthèses quand on applique l'opérateur v scalaire grade par exemple à la température ou à la masse volumique. Autant quand tu l'appliques à un vecteur, l'importance des parenthèses est cruciale. De toute façon, tu sais que le gradient d'un vecteur, ça ne signifie rien. On ne peut pas prendre le gradient d'un vecteur. Et donc, on a la dérivée locale. Donc, la dérivée locale, c'est la variation en un point donné au cours du temps du champ des vitesses. Et ça, c'est la dérivée convective, donc qui est liée au fait qu'on a dû suivre la particule dans sa trajectoire. Donc, à l'instant t, elle était en r, et à l'instant t plus dt, elle était en r plus dr, à l'instant t plus delta t. Voilà,
on a dû forcément la suivre. On n'a pas pu faire comme le radar qui reste toujours à un endroit parce que l'accélération est une notion lagrangienne et donc on a réussi entre guillemets à réconcilier les deux points de vue. On continue d'utiliser un champ eulérien à cause des conditions limites et de leurs expressions simples dans ce schéma-là, mais pour l'accélération, voilà, c'est un concept lagrangien.